La révélation au monde entier de l'extermination de millions de personnes pour des raisons raciales ou religieuses par les nazis devait conduire à la conclusion, par les gouvernements provisoires de la République française, les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, de l'accord de Londres du 8 août 1945 instituant le tribunal militaire international de Nuremberg. Le principe en avait été retenu dès 1942, à la suite de 4 grandes puissances. En application de l'article 5 de l'accord de Londres, 19 États membres des Nations Unies ont adhéré à cet accord, notamment la Grèce, Danemark, Yougoslavie, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, Pologne, Belgique, Éthiopie, Australie, Honduras, Norvège, Panama, Luxembourg, Haïti, Nouvelle-Zélande, Inde, Venezuela, Uruguay et Paraguay. Le procès s'est déroulé en Nuremberg du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. En total, 406 audiences, 42 volumes d'interrogatoires. Dans cette vidéo, nous allons parler de la composition et des compétences du tribunal de Nuremberg, de l'acte d'accusation de ce tribunal et enfin du jugement. Commençons par la composition et les compétences du tribunal de Nuremberg. Composé de 4 juges titulaires et de 4 juges suppléants désignés par les 4 grandes puissances signataires, selon l'article 2 du statut. Notamment le président Lord Geoffrey de la Grande-Bretagne, Francis Bedley des États-Unis, Major général Nikitchenko de l'URSS et Henri Dondieu de la France. Quant à la commission d'instruction et des poursuites, il faut savoir que le ministère public est formé des représentants des 4 nations, selon l'article 14 et l'article 15 du statut. Notamment le procureur américain Robert Jackson, juge à la Cour suprême des États-Unis, de François de Menthon et de Charles Dubos pour la France, du général Rudenko pour l'URSS et d'Hartley Shawcross de la Grande-Bretagne. L'accord prévoyait que les accusés, 21 au total, pourraient être jugés d'une part au titre de crimes de guerre classiques lorsque ceux-ci n'étaient pas localisés, c'est-à-dire quand ils avaient donné l'ordre d'accomplir de crimes de guerre. D'autre part, pour manque aux engagements pris par l'Allemagne, signataire du pacte de 1928, portant négociation à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale. Petite précision, sont poursuivis les grands criminels de guerre selon l'article 1 du statut. En application de la déclaration de Moscou sur les crimes de guerre, signée par Roosevelt, Churchill et Stanley du 30 octobre 1943, le tribunal de Nuremberg avait pour fonction de juger les grands criminels de guerre. On observera qu'en cela, en Nuremberg, le tribunal ne définit pas les grands criminels en fonction de l'énormité des crimes commis, mais qu'il prend en considération les caractères transnational de leur agissement. Il retient les accusés qui ont commis des forfaits dans plusieurs pays et les autres sont en principe renvoyés dans le pays où ils ont commis leurs crimes. Par exemple, Rudolf Höss, le commandant Auschwitz, a été jugé en Pologne et sera pendu à Auschwitz. Quant aux accusés, il faut noter que Himmler et Goebbels étaient suicidés au moment de l'assaut de la chancellerie par les Russes. Hermann Göring, maréchal Reich et commandant en chef de l'aviation, était condamné par une peine de pendaison. Rudolf Hess, adjoint du Führer jusqu'en 1941, était condamné par une prison à vie. Joachim von, ministre des Affaires étrangères, était condamné par une peine de pendaison. Alfred Rosenberg, ministre des Territoires occupés de l'Est, était également condamné par pendaison. Wilhelm Keitel, Field Marshal, chef des hauts commandements des forces armées, était condamné par pendaison. Ernest Kaltenbrunner, chef de la police de sécurité, était également condamné par pendaison. Hans Frank, gouverneur général de Pologne, était condamné par pendaison. Wilhelm Frick, ancien ministre de l'Intérieur, condamné par pendaison. Julius Streicher, chef du gouvernement antisémite, était condamné par pendaison. Hjalmar Schacht, ministre de l'économie, était acquitté. Walter Fugg, président des Reichsbank, était condamné par prison à vie et libéré en 1957.
Karl Donitsch, commandant en chef de la Marines et chancelier du Reich en 1945, était condamné à 10 ans et libéré en 1956. Erich Raeder, commandant en chef de la Marine, était condamné à prison à vie et libéré en 1955. Baldur von, chef de jeunesse hitlérienne et Gauleité de Vienne, était condamné à 20 ans de prison. Fritz Sauckel, commissaire de la main-d'œuvre, était condamné par pendaison. Alfred Jold, chef des opérations des OKW, était condamné par pendaison. Franz von, ancien chancelier du Reich, a été acquitté. Arthur Seyss, ministre de l'Autriche, commissaire pour le Pays-Bas occupé, était condamné par pendaison. Constantin von, ministre des Affaires étrangères, protecteur de Bohême-Moravie, était condamné de 15 ans de prison, gracié en 1954. Hans Fritzsche, directeur du service de la radio, a été acquitté. Martin Bormann, adjoint du Führer, a été jugé par contumace et condamné par pendaison. 4 organisations furent également poursuivies et condamnées, notamment la NSDAP, la Gestapo, la SS et le S2. Parlons maintenant de l'acte d'accusation. Il faut savoir que le procureur américain Robert Jackson a donné au procès son sens profond. Notamment, la véritable partie plaignante à cette barre, déclare-t-il, c'est la civilisation. L'acte d'accusation est divisé en 4 chapitres correspondant aux 4 chefs d'accusation. Les prévenus sont ainsi accusés des conjurations, selon l'article 6A du statut. Les accusés ont élaboré et poursuivi en commun un plan tendant à la conquête du pouvoir absolu. De même, ils ont agi en concert dans l'exécution de leurs crimes ultérieurs. Cette accusation est considérée comme encadrant les 3 autres. Les prévenus sont également accusés des crimes contre la paix, selon l'article 6A du statut. Les accusés ont, dans 64 cas, violé 34 traités internationaux, commencé des guerres d'agression et déchaîné un conflit mondial. Les prévenus étaient aussi accusés des crimes de guerre, notamment par l'article 6B du statut. Les accusés ont ordonné ou toléré des assassinats collectifs sur une immense échelle, des tortures, la mise en esclavage des millions de travailleurs, les pillages économiques. Et enfin, le prévenu était accusé des crimes contre l'humanité, notamment par l'article 6C du statut. Les accusés ont persécuté leurs adversaires politiques ainsi que des minorités raciales et religieuses. Ils ont exterminé en entier des collectivités ethniques. L'assassinat systématique des Juifs a été largement traité comme crime contre l'humanité lors du procès de Nuremberg, mais la question du génocide juif ne sera pas jugée en tant que telle. Parlons maintenant de jugement. Ces différents chefs d'inculpation ont été soumis au jugement du tribunal militaire international de Nuremberg qui a pris sa décision à la majorité de voix, notamment selon l'article 4 du statut. Les jugements motivés étaient définitifs et non susceptibles de révision, selon l'article 26 du statut. Le tribunal a alors justifié la punition d'individus pour manquement à des engagements pris par l'État. Le jugement du 1er octobre précisait qu'il était admis depuis longtemps que le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques, mais aussi la protection que le droit international assure aux représentants de l'État ne saurait s'appliquer aux actes criminels. Et enfin, les auteurs de ces actes ne pouvaient invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à l'abri du châtiment. Ainsi qu'en a disposé le tribunal, je cite, « Les obligations internationales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers les États dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de guerre ne peut pour se justifier alléguer le mandat qu'il a reçu de l'État, du moment que l'État, en donnant ces mandats, a outrepassé le pouvoir qui lui reconnaît le droit international. » Fin de citation. Ce faisant, le tribunal a affirmé son droit de condamner des individus pour manquement à des règles de droit international acceptées par les États dont ils étaient les représentants. Sans doute le manquement visait des obligations de l'État dont la personnalité permet d'opérer normalement une distinction entre celui qui incombe et ceux qui agissent en son nom.
Mais le tribunal a recherché en l'espèce les hommes qui avaient pris la décision et il a considéré qu'ils devaient être jugés. 12 condamnations à mort par pendaison, 3 à la prison à vie furent prononcées. Les condamnés à mort furent pendus le 16 octobre 1946 entre 1h et 3h du matin, sauf Göring qui s'est suicidé à la veille. Le corps fut incinéré et les cendres dispersées dans l'Isar. Une petite observation avant de clôturer sur le tribunal de Nuremberg. Dans un arrêt du 9 juin 1959, la Cour suprême allemande a établi que la République fédérale allemande déniait toute force de loi à la décision du tribunal de Nuremberg.